Aujourd'hui, on va voir comment choisir sa première espèce de fourmi lorsqu'on débute. Comme je l'ai dit en introduction, on va s'intéresser aujourd'hui aux critères à prendre en compte lorsqu'on souhaite démarrer l'élevage de fourmis et qui vont nous permettre de choisir notre première espèce. Un des critères les plus importants pour moi est l'activité de la colonie. Cette activité va dépendre évidemment de l'espèce qu'on choisit et surtout, elle va conditionner un petit peu le reste des critères. En effet, est-ce que c'est une colonie qui va rapidement se développer et donc rapidement grossir en population, passer la première année de quelques ouvrières à très rapidement plusieurs dizaines, centaines, milliers, voire plusieurs dizaines de milliers d'individus. En effet, ces colonies grossissent plus ou moins rapidement en fonction de l'espèce qu'on choisit, et une très grosse colonie de fourmis ne va pas nécessiter la même attention et le même budget qu'une colonie beaucoup plus restreinte. L'activité des fourmis va également être un paramètre à prendre en compte. En effet, est-ce qu'on souhaite pouvoir souvent observer nos animaux dans leurs espaces de fourragement, voir des trophalaxies, voir certains comportements spécifiques aux fourmis, ou est-ce qu'au contraire, des observations de temps en temps nous permettent de satisfaire nos besoins de curiosité? Les paramètres de maintien sont également importants à prendre en compte, notamment l'hygrométrie et la température. Certaines fourmis vont avoir des besoins spécifiques en température, on aura tendance à appeler ces espèces des espèces exotiques. A l'inverse des espèces endémiques ou des espèces autochtones, ce sont des espèces qui ne vivent pas sous nos latitudes, Europe ou France. Ce sont des espèces qui généralement vivent sur les autres continents, en Inde, en Amérique du Sud, en Australie, etc., etc. En fonction de l'espèce qu'on va choisir, évidemment, certaines auront des besoins spécifiques en température, plus ou moins élevés, et d'autres auront des besoins également spécifiques en hygrométrie, plus ou moins importants. Pour moi, c'est important car ça conditionne le nombre de paramètres qu'on va devoir gérer. En effet, il est beaucoup plus simple de gérer une espèce de fourmi qui ne nécessite pas une hygrométrie élevée et qui peut être élevée à une température relativement proche d'une température ambiante, qu'une espèce qui, elle, va avoir des besoins spécifiques, notamment parce qu'elle provient d'une latitude différente, et donc on va devoir gérer une hygrométrie élevée ainsi qu'une température élevée. L'alimentation peut être aussi un facteur déterminant. En effet, vos fourmis ne se contenteront pas de consommer uniquement des graines pour certaines espèces. Toutes les espèces de fourmis auront des besoins en protéines, ou pratiquement toutes. Cet apport en protéines sera fourni principalement par des insectes. Ces insectes peuvent être élevés et ne sont pas extrêmement compliqués à élever. En revanche, évidemment, pour toutes les personnes qui auront, et ça se respecte, des difficultés à manipuler ce type d'insectes, des cafards, des grillons, etc., il peut être relativement compliqué dans ces cas-là d'élever certaines espèces de fourmis. Ce critère rejoint également le premier critère qui est l'activité de la colonie. En effet, plus une colonie grossit, plus il va être important de lui apporter régulièrement des protéines, et plus la quantité de protéines apportées devra être importante, bien entendu. Cela va donc conditionner aussi assez rapidement le budget que vous allez devoir mettre en place. Le budget, pour moi, c'est un petit peu plus compliqué, parce que, en effet, chacun y verra en fonction de ses besoins et de ses envies. Un critère qui par contre est très important, c'est la diapause. Ce critère aurait presque pu être cité en premier. La diapause, pour faire très simple et vulgarisé, c'est le moment où vos fourmis vont devoir se mettre en hibernation. Certaines espèces ont des besoins très spécifiques, vont devoir être mises pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, à des températures précises pour pouvoir octroyer un repos ovarien à la reine qui va continuer par la suite à pondre. Cette diapause n'est pas optionnelle. Cette diapause est obligatoire pour certaines espèces car il en va de la survie de la colonie. Quant à d'autres espèces, elles n'auront pas besoin d'être mises en diapause à des températures relativement basses, mais pourront se contenter simplement d'une pause hivernale, donc une mise à des températures plus basses, mais généralement les températures hivernales qu'on a dans nos appartements, entre 16, 18 et 20 degrés. Pour certaines espèces suffiront amplement. Certaines espèces de fourmis vont se mettre en diapause lorsque les températures vont diminuer. C'est donc un élément extérieur qui va définir à quel moment la colonie va baisser son activité puis
se mettre en diapose. D'autres fourmis, quant à elles, vont se mettre en diapose en fonction de leur horloge biologique interne. C'est donc pas des conditions environnementales externes qui vont définir le moment de la mise en diapose. Gérer une baisse progressive de température ainsi qu'une mise en diapose à une température précise relativement basse avec des variations peu importantes. Il faudra toujours suivre l'état de la colonie, même pour une colonie en diapose. Certaines ont besoin tout de même de s'alimenter. Il faudra également faire attention à l'hygrométrie. Pour moi, c'est un critère extrêmement important à prendre en compte, et je sais qu'à l'époque, j'ai perdu ma première colonie lors d'une diapose que j'ai mal gérée. Enfin, certains critères peuvent être également pris en compte, mais je pense qu'on peut quand même prendre en compte le risque de piqûre pour les personnes qui sont allergiques. N'oublions pas que certaines fourmis disposent d'un aiguillon et qu'elles ont donc la possibilité de piquer. Elles sont pourvues d'un venin et ce venin peut, chez certaines personnes, créer des réactions allergiques qui peuvent être graves et dangereuses pour la santé humaine. Donc, si vous êtes allergique et vous le savez, évidemment, certaines fourmis vous seront d'office interdites. Pour moi, la beauté est un critère à prendre en compte également. Évidemment, ça dépendra de chacun et des critères de chacun, c'est relativement subjectif. Mais on va pas se mentir, une fourmi qu'on trouve jolie, on aura peut-être plus tendance à en prendre soin qu'une fourmi qu'on trouve quelconque et sur laquelle on n'aura pas forcément flashé. Comme vous l'aurez compris dans la première partie de cette vidéo, je ne vais pas forcément vous donner de nom d'espèces de fourmis à choisir. Je vais plutôt vous donner des critères qui m'ont permis à moi de faire le choix sur une espèce de fourmi à défaut d'une autre. Évidemment, ces critères et la sélection de ces critères sont personnels. Chacun pourra faire les choix en fonction de ses envies, de ses besoins et surtout du temps, du matériel, de la configuration, de pas mal de points qui vont évidemment définir le choix de l'espèce qu'on va prendre. J'ai maintenu il y a quelques années pas mal d'espèces de fourmis différentes. J'ai dû arrêter pour des raisons personnelles. Et c'est vrai que depuis que j'ai décidé de reprendre l'élevage, j'ai profité de la période hivernale pour faire le choix d'une espèce sur laquelle je pourrais m'orienter. Et c'est en faisant un tour sur internet que je me suis rendu compte qu'effectivement on retrouvait souvent les mêmes espèces qui étaient conseillées pour les débutants. Alors évidemment je vais pas toutes les citer ici parce qu'il y en a beaucoup, mais disons que je vais me contenter de citer les 3 que j'ai le plus souvent retrouvés. Il va donc y avoir Messor barbarus, Crematogaster scutellaris et Phédole pallidula. Ces fourmis peuvent parfaitement convenir à pas mal de débutants, mais pour moi ces fourmis pourront présenter une certaine complication ou un certain désavantage par rapport à d'autres. Messor barbarus présente l'inconvénient pour moi d'être relativement facilement stressable et donc du coup c'est vrai que quand on démarre c'est pas forcément l'idéal. Maintenant il suffit juste de respecter certaines choses et ça peut très bien se passer, il n'y a pas de souci, mais c'est vrai que c'est une fourmi qui présente cet inconvénient. En plus évidemment c'est une fourmi qui nécessite une diapose, alors je sais que ça pose débat, ça pourrait faire l'objet d'une prochaine vidéo, mais toujours utile, une diapose semble nécessaire. Crematogaster scutellaris est une superbe fourmi, je l'ai personnellement maintenue, c'est une fourmi que je trouve magnifique et qui se développe relativement rapidement. Pour moi ça c'est un critère positif. C'est aussi une fourmi qui est intéressante à observer. Le problème principal que j'ai rencontré avec cette fourmi, c'est 1. La diapose, aujourd'hui c'est un petit peu compliqué pour moi, et 2. Surtout, ça va être les évasions, j'en ai eu beaucoup. Enfin, Phédole pallidula, pour moi c'est la même chose que Crematogaster scutellaris, j'en ai aussi eu, et c'est vrai que ce sont des fourmis qui ont tendance à se développer très vite. Personnellement, c'est plutôt un point positif encore une fois, mais le fait qu'elles s'évadent tout le temps pose un problème. J'ai donc personnellement fait le choix de partir sur une espèce de Camponotus africaine, la Camponotus cinctellus ou quinctellus, je sais pas trop comment ça se dit, n'hésite pas à me le dire en commentaire. J'ai fait ce choix parce que cette fourmi correspondait à pas mal des critères qui étaient importants pour moi. Le plus important je dirais c'est que je voulais pas avoir à gérer de diapose, pas parce que je sais pas forcément le faire mais parce que c'est un peu compliqué actuellement et là où je vis. Ensuite je voulais une fourmi qui soit jolie, c'est un critère important pour moi, et la Camponotus cinctellus, encore une fois ça c'est dépendant de chacun mais je trouve qu'elle est vraiment magnifique. Je voulais une fourmi qui se développe rapidement, ça fait partie des critères importants pour moi et je voulais une fourmi qui soit pas forcément timide. Je voulais également une fourmi assez grande de taille pour pouvoir faciliter les observations. Et c'est donc en fonction de tous ces critères que j'ai fait ce choix. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez et si vous trouvez que mon choix est plutôt judicieux en fonction des critères que je vous ai cités. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à commenter, à liker et à partager la vidéo si elle vous a plu.